Bien, bonjour à tous et bienvenue donc à cette nouvelle édition de Science on tourne, édition consacrée au risque en marge de cette exposition que vous pouvez voir derrière nous qui s'appelle Risk Insight, exposition qui sera au Rolex Learning Center de l'EPFL jusqu'au 15 novembre prochain. On va évoquer un certain nombre d'éléments autour du risque, essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que le risque, quelles sont finalement les différentes facettes, comment est-ce qu'on l'identifie, comment est-ce qu'on le quantifie, et puis finalement, une fois qu'on a ces informations d'identification, de quantification, qu'est-ce qu'on en fait? Et pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter Valérie November pour commencer. Bonjour. Bonjour. Alors Valérie November, vous êtes directrice de recherche au CNRS, géographe, et vous êtes aussi la directrice de cette exposition. Vous allez nous raconter un petit peu ce que vous avez voulu dire dans cette expo. Et puis Eugène Bruviller, vous êtes ingénieur civil, professeur à l'ENAC, donc ici à l'EPFL, et vous vous occupez plus particulièrement des sécurités d'ouvrages, des ponts, des tunnels, des ouvrages d'art, éventuellement des barrages. Voilà, donc on va évoquer aussi tout ça pendant ces 3 quarts d'heure. Et durant ces 3 quarts d'heure, on aura l'occasion de discuter avec vous des thèmes que j'ai évoqués. Et puis ensuite, à la fin, vous tous qui êtes ici, le public, vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête à nos 2 invités, histoire de compléter un petit peu ce débat. Mais peut-être alors, pour commencer, Valérie November, Eugène Bruviller, vous avez des définitions qui sont différentes du risque. Est-ce que vous pouvez nous les livrer ? Valérie November, pour commencer, honneur aux femmes. Merci. Oui, peut-être que je peux dire un mot sur le fait que dans l'exposition, j'ai fait appel à différents scientifiques, différents professionnels du domaine des risques pour réunir différentes définitions des risques, montrer à quel point il y a une sorte de continuum entre ces différentes définitions qui ne sont pas forcément des définitions qu'on met côte à côte. Alors effectivement, on a des définitions différentes. La mienne, en fait, pour moi, un risque, c'est plutôt une anticipation de quelque chose qui est à venir. Et cette anticipation, elle a un côté plutôt négatif, donc c'est le côté anticipation de la catastrophe ou du désastre à venir, mais j'y mets aussi un côté positif dans le sens que tout risque ne débouche pas sur une catastrophe et il y a même un côté innovation qui peut être qui est lié et qui fait partie intrinsèquement en fait de la définition du risque. Et Eugène Bruviller, vous, votre définition? Voilà, en fait, le mot risque est d'origine arabe et veut dire moyen d'existence. Ça veut dire maintenant, vivre, c'est d'être exposé au danger. Et donc, on se donne des moyens pour maîtriser ces dangers. Les risques sont en fait dus à la vulnérabilité des systèmes techniques, à la vulnérabilité aussi d'une collectivité, et puis sont dus à l'environnement naturel. Et on peut aussi constater que, en fait, les risques, la notion, les questions de risque augmentent avec la densification des activités des personnes. Alors, vous associez le risque et le danger, vous pas nécessairement, en tout cas pas nécessairement le catastrophisme. C'est une vision erronée qu'on a finalement intuitivement de se dire, risque égale catastrophe, ou catastrophe potentielle en tout cas. Disons qu'effectivement, c'est le propos un peu de l'exposition. Je l'ai sous-titré « Vivre avec le risque, est-ce si catastrophique que ça ?» Effectivement, on ne peut pas le nier, le risque, il est lié à la catastrophe, mais je pense que c'est qu'une des dimensions du risque, que ça a une dimension beaucoup plus large, et il y a toujours l'effet plus-value qui existe d'ailleurs dans le monde économique. Quand on parle de risque dans le monde économique, on regarde plutôt l'aspect plus-value qu'on peut ressortir de la prise de risque. Donc, mais ça, c'est un peu la conséquence. Le risque en lui-même, c'est toujours quelque chose d'assez négatif, non ? Mais alors, Eugène Bruviller parlait de la définition au tout début, que ça vient du mot arabe. Pour moi, une des définitions que je retiens, c'est celle on a commencé à utiliser le mot risque dans le monde moderne au XVIe. C'était lié au transport maritime. Et justement, il y avait cette double face de la notion de risque. C'était prendre un risque, c'était à la fois, donc c'était pris par les armateurs qui mettaient des marchandises sur leur bateau. Ils ne savaient pas si le bateau allait arriver à bon port coulé
ou au contraire, s'il allait pouvoir ramener des marchandises et donc générer de la plus-value. Donc l'idée de risque, au tout début de son utilisation, a eu cette double dimension. Et en fait, moi, je plaide vraiment pour essayer de comprendre le risque dans sa globalité et toujours garder en tête ces deux dimensions. Et donc quand je dis erroné, je crois que vous allez un peu trop loin. C'est pas ce rapprochement avec la catastrophe est erroné, mais ça ne retient finalement qu'une des dimensions du risque. Alors ces deux dimensions, vous les présentez dans cette exposition. On en voit un élément là derrière nous, cette mine maritime. C'est toujours bizarre de discuter avec une mine dans le dos comme ça. C'est quoi? Ça va exploser bientôt? Voilà, alors là, vous avez une vision catastrophiste voilà. complètement Je tombe dedans. Du risque. Alors, cette mine, bon là, j'ai plusieurs choses à dire. C'est-à-dire que cette exposition, elle est à la fois scientifique, bien sûr, mais aussi art. Donc, c'est un mélange art, sciences et société. Et j'ai demandé à un certain nombre d'artistes de proposer des œuvres en relation avec le risque, avec cette vision assez large du risque. Et ça, c'est donc un artiste plasticien parisien, Gilles Pérez, qui a proposé ça. Alors, cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Justement, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce n'est pas qu'une mine. Vous venez de dire une mine, un truc qui va exploser. Et ce qui m'intéresse, c'est précisément ça, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. On doit pouvoir l'identifier, on a envie de l'identifier, on se doute que c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux. Donc on est vraiment dans la définition du risque, pas forcément probabiliste, mais voilà, anticipation de quelque chose qui peut être potentiellement négatif. Et alors, il joue évidemment sur différents tableaux. Ça fait penser à une mine marine, une mine antipersonnelle, mais aussi à un virus. Donc il y a l'aspect santé aussi. Et puis il y a une petite porte. Et là, vous voyez qu'il y a une petite porte dans laquelle on peut entrer. Et ça fait référence aussi à une des problématiques du risque qui est très importante. C'est que là, on a parlé surtout des dimensions collectives du risque. Donc mes travaux, effectivement, ils s'intéressent plutôt au risque collectif. Mais chaque fois qu'il y a risque collectif, il y a aussi une dimension individuelle. Chacun face même à un risque d'inondation, on va dire, qui est collectif, qui va concerner une collectivité, eh bien, notre maison peut être éventuellement inondée. Donc, ça peut aussi avoir un lien avec l'individu. Et donc, ce que symbolise l'intérieur de cette mine, ou de ce parasite, parce que c'est le nom de l'œuvre, en fait, parasite, eh bien, quand on rentre, on est à l'intérieur, et donc on est plus dans une dimension individuelle. En plus, il y a une musique qui nous fait vivre un certain nombre de choses, il y a une bande-son, et donc ça permet de faire le lien entre l'individu et le collectif, un lien qui est très difficile à faire dans le domaine des risques, dans l'étude des risques. Et en fait, c'est aussi un appel à faire plus de recherches sur cette liaison entre individu et collectif. Quand on évoque le risque, on pense souvent à des catastrophes naturelles ou des choses comme ça, mais le risque balaye à peu près tous les domaines de la société, Eugène Bruviller. Oui, tout à fait. Donc on a des traditions peut-être dans mon domaine, la construction, ouais, parce qu'on construit depuis toujours, mais aussi dans des domaines beaucoup plus, disons, modernes et d'actualité, le monde du finance, par exemple, mais aussi plein d'autres domaines, le quotidien, qui devient de plus en plus complexe. Il y a la notion de risque. Et la première chose, quand on va travailler sur le risque, ça va être l'identification de ces risques. C'est le point numéro 1, quand on évalue les risques, ce que vous faites au quotidien. Tout à fait. Je dis toujours aux étudiants, en fait, si vous voyez le problème, vous l'avez déjà résolu à 50%. Donc, c'est absolument primordial de voir les problèmes, donc de voir les dangers, parce qu'ensuite, on a souvent les moyens pour maîtriser les dangers. Valérie November. Oui, je peux ajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui participe à l'identification des risques. C'est que la mine ou le parasite ou le virus, il est couvert de lichen, de vrais lichens. Si vous allez le toucher, vous voyez, c'est du vrai lichen. Et ça participe directement à l'identification des risques. Vous savez que le lichen, donc c'est un biocapteur, donc c'est utilisé pour identifier la pollution dans l'air. Donc s'il y a du lichen, votre air est peu pollué, de bonne qualité. Si le lichen disparaît, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelques soucis à se faire, il y a des polluants dans l'air. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de mettre le doigt sur à la fois la question de l'identification des risques et des moyens qu'on a pour effectivement
identifier ce risque. Il y a des biocapteurs, mais il y a aussi des capteurs technologiques. Ici, à l'EPFL, il y en a énormément de laboratoires construisent des capteurs technologiques. Donc, mais il y a beaucoup de risques qu'on ne peut pas identifier dans le sens où on ne les connaît pas au départ. Si vous construisez un pont, vous ne savez pas absolument tout ce qui pourrait se passer autour de ce pont. Sur quoi vous vous basez finalement pour évaluer ces risques-là ? Bon, justement, d'abord, on part de l'expérience. On construit des ponts depuis assez longtemps. Donc l'histoire. L'histoire, ça c'est certainement une référence très importante, mais on est toujours devant des situations nouvelles où il faut essayer de penser à tout ce qui est possible. Et comment vous faites ? Enfin, c'est quoi ? C'est l'imagination uniquement ? C'est l'imagination, oui. Donc le défi, c'est vraiment de s'imaginer ce qu'on ne peut pas imaginer. C'est paradoxal, mais c'est ça le défi, finalement. Vous avez des exemples de choses comme ça où vous étiez jamais posé la question, puis tout d'un coup vous dites « Ah, mais en fait, ouais, ça, il faudrait l'intégrer dans mes calculs de risque. » Je sais pas, sur un pont ou un tunnel. Pour les ponts, il n'y a pas trop de surprises. Ouais, parce qu'on connaît bien. C'est peut-être dans les fondations, les sols, les roches qu'on a à disposition où il y a le plus de surprises. Mais ensuite, on fait des progrès, on travaille avec des nouveaux matériaux. Et puis là, il faut certainement penser à plein d'autres choses quand on essaye de faire une nouvelle structure pour une première fois avec de nouveaux matériaux. Et donc, vous devez faire appel à tout un tas de corps de métier pour pouvoir identifier. Si vous parlez des roches, vous allez voir un géologue et puis vous lui demandez, OK, cette roche, est-ce qu'elle risque de geler, d'éclater, de je ne sais pas quoi ? Tout à fait, c'est très large et il faut surtout avoir un esprit très ouvert. D'accord. Et alors, une fois qu'on a identifié ces risques, l'idée va être de les quantifier, d'évaluer ça. Alors là, est-ce qu'on rentre dans les mathématiques ? C'est carrément des formules que vous utilisez pour identifier ces risques ? Valérie ? Alors, il y a différentes façons de quantifier ou de mesurer les risques. Il y en a qui utilisent plus de quantification. Moi, je suis géographe et plutôt tournée sciences sociales. Donc, ça va plutôt être une qualification des risques. Et là aussi, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être faites, d'observations. Mais évidemment, c'est plus dans le qualitatif, c'est pas forcément des modèles. C'est-à-dire que vous sortez pas avec des probabilités que tel phénomène ou tel... Je reste un peu dans mon esprit catastrophe, je sens, mais que telle catastrophe se produise. Les probabilités peuvent être analysées, mais pas forcément... en tout cas, en sciences sociales et dans la définition que j'ai donnée des risques, c'est pas l'élément le plus important pour identifier le risque. Mais néanmoins, oui, moi-même, je ne vais pas fabriquer des probabilités ou des statistiques ou des modèles, contrairement peut-être Dans le monde de l'ingénieur, bien sûr, on a des modèles d'analyse qui permettent d'analyser justement des risques et puis de quantifier carrément des probabilités d'occurrence pour certains dangers qu'ils se concrétisent. La difficulté chez nous, c'est plutôt qu'on pense trop que tout est calculable, qu'on peut tout quantifier. Et la difficulté, c'est vraiment de sentir aussi quand c'est pas possible. Et ça, c'est assez ancré dans l'inconscient collectif, que tout, effectivement, va être calculable, qu'on va pouvoir mesurer tout ça. Je pense à ces chercheurs italiens, il y a quelques jours, qui ont été condamnés parce qu'ils n'ont pas su bien prévoir le tremblement de terre. On devrait être capable de prévoir un tel tremblement de terre ? Bon, c'était un jugement que je trouve vraiment absurde, et puis qui montre que les juges, ils ne savent pas ce que c'est des risques. Donc, ils ne savent pas qu'en fait, il y a toujours une probabilité d'occurrence qu'un événement se passe. Et donc, c'est ce que les chercheurs ont fait. Et puis... donc, ils ont donné une certaine probabilité ? Ils ont donné une certaine probabilité, c'est tout à fait connu. Et ils se sont trompés dans cette probabilité ? Non, pas du tout. Et donc, quand on dit probabilité, il y a justement cette probabilité que l'événement peut arriver. Oui, mais alors, l'explication est assez claire. Pourquoi les condamner finalement ? C'est quoi, ils ne comprennent pas. C'est un monde déterministe. Il y a sûr ou pas sûr, et puis on cherche un coupable. Je ne comprends pas ce jugement. Peut-être je peux ajouter un élément, c'est que c'est le changement du rôle d'expert. Je crois qu'on est en plein là-dedans. C'est qu'on demande aux scientifiques
progressivement de donner des réponses, de prévoir. Et puis, mais évidemment, les scientifiques, on a nos moyens de prévoir. Et effectivement, là, dans cette science-là, c'est les probabilités. Donc, c'est pas de la prédiction, c'est pas la boule de cristal, quoi. Mais non, c'est comme quand on parle en matière d'inondation des crues centenales. On peut avoir 2 crues centenales à 2 ans de différence. Là, on va dire non, mais attendez, mais non, c'est pas, vos calculs sont faux. Mais non, ils sont pas faux. Ça ne veut pas dire tous les 100 ans. Effectivement, c'est cette compréhension de ce que sont les probabilités qui fait défaut. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a un réel tournant aujourd'hui, c'est que dans le rôle qui est demandé aux scientifiques, c'est de prendre de la place au niveau de l'espace public et donc du coup, effectivement, comme leur parole ne reste pas dans la communauté scientifique mais est exposée au public, eh bien, on pense que ils ont communiqué publiquement. Et donc, on attend d'eux quelque chose qui va se réaliser. Et donc, on est dans ce tournant-là de expertise et rôle des scientifiques. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette sanction qui tombe et qui, effectivement, fait que ça engendre énormément d'incompréhension du côté de la communauté scientifique, qui est complètement révoltée par ce raisonnement-là. Mais c'est un changement auquel, en fait, science et technique et le monde politique doivent réfléchir. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien ajouter aussi la notion de l'incertitude. Justement, le scientifique, il travaille avec des modèles. Et puis, dans un modèle, il y a plusieurs paramètres. Et avec chaque paramètre, il y a une incertitude. Et donc, on ne peut pas tout connaître avec 100% de certitude. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas appliquer un principe de précaution? Est-ce qu'on ne peut pas reprocher effectivement à ces chercheurs italiens de ne pas avoir appliqué le principe de précaution? Dire, le risque, il est là, donc on ne va prendre, entre guillemets, aucun risque et voilà, ne pas laisser les gens habiter à cet endroit ou comme ça? Alors là, je m'insurge sur votre compréhension de la notion de principe de précaution qui suscite énormément de malentendus. Ça aussi, c'est un principe. Ce principe, il est dans des textes de loi. Et là, vous venez de l'utiliser comme si c'était un frein à quoi que ce soit, à l'innovation. Parce que le risque, il est partout finalement. Donc, si on applique le principe de précaution, on ne fait plus rien. Le principe de précaution prend acte précisément des incertitudes qui existent de plus en plus au niveau scientifique, technique, et dit justement qu'il faut agir avant d'avoir les certitudes scientifiques en main. Donc, en fait, le principe de précaution est au contraire un incitatif à agir en amont. Et précisément, on peut dire que là, les scientifiques, en Italie, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas le détail non plus du jugement, etc., de ce qui s'est passé, mais ils avaient dit, oui, ça tremble depuis un certain temps, oui, ça tremble. Et après, bon, il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises de précaution, précisément, peut-être d'évacuer. Donc, ça n'a pas engendré une action... Et là, peut-être que les politiques auraient dû se saisir de ce qu'ils ont entendu, de dire oui, ça tremble, mais on ne peut pas dire que ça va forcément se produire. Mais ils auraient peut-être dû entendre oui, ça tremble, et donc peut-être que ça va se produire. Et effectivement, je pense qu'ils sont aussi punis, entre guillemets, ces scientifiques, parce qu'il y en a un d'entre eux qui a lâché une phrase du style les gens peuvent aller se relaxer. Moi, je leur conseille d'aller boire un verre de vin. Voilà, donc... Ça aide pas. Mais alors, oui. Peut-être ce principe de précaution, j'aimerais ajouter... On a bien vu avec les définitions que vivre, c'est prendre des risques. Alors, si vous ne voulez pas prendre des risques, vous restez à la maison. Et même ça, c'est peut-être risqué. Vous voyez ? En même temps, on parle beaucoup de ce cas italien parce qu'il est récent, mais c'est pas la première fois que des experts sont finalement condamnés. Je pense à Evolène en 1999. Oui, effectivement. Donc il y a eu l'avalanche en 1999. Ensuite, effectivement, il y a eu un cas d'un des professionnels qui, par ailleurs, était guide de montagne, qui a été condamné pour ne pas avoir fermé la route d'accès ni évacué certaines parties du village, alors qu'au niveau scientifique, il avait un certain nombre d'informations, toutes les informations pour pouvoir décider éventuellement de fermer la route ou pas. Et la question, c'était qu'effectivement, lui n'a pas décidé en fonction des informations qu'il avait. Et il a été condamné. Donc il existe déjà des cas et je crois qu'il faut réfléchir là-dessus, sur la responsabilité
en fonction des informations qu'on a, qu'est-ce qu'on décide ou pas. Parce que ça a des portées lourdes, ça a des conséquences lourdes. Alors quand on quantifie un risque, on va éventuellement le qualifier ou utiliser des probabilités, mais ces probabilités vont être toujours liées à un territoire, c'est-à-dire que le risque ne peut pas être juste lancé comme ça, c'est telle probabilité dans le temps et telle probabilité à un certain lieu. La notion de territorialité est hyper importante. Oui. Bon, évidemment, dans le groupe que j'ai fondé, donc quand j'étais professeure boursière, Fonds national suisse à la recherche scientifique, donc basé à l'EPFL, donc j'avais fondé ce groupe d'études de la spatialité des risques. Donc effectivement, oui, c'est très important dans le sens que les risques, souvent, ils affectent des territoires. Ces territoires, ils ne sont pas forcément immédiats. Ils peuvent être connectés loin. Par exemple, des risques financiers sont produits à un endroit ou pris à un endroit, mais peuvent affecter d'autres territoires. Donc oui, la dimension territoriale spatiale, elle est extrêmement importante. Mais ça peut affecter aussi toute la planète, ou jamais. Le changement climatique, par exemple, a des effets territoriaux très importants, dont on sent que c'est important, mais c'est pas seulement un lieu, c'est pas de dire qu'il faut absolument avoir une réflexion qui localise. C'est plus général, c'est d'avoir une réflexion sur les différents espaces qui sont connectés entre eux à travers cette notion de risque. Oui, c'est très important. Maintenant, je voulais dire aussi que la notion de probabilité, c'est qu'un des traducteurs du risque. C'est le traducteur quantitatif le plus utilisé, mais il y en a bien d'autres. C'est extrêmement sophistiqué de mesurer et de quantifier le risque ou de le qualifier. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter, et vous le verrez dans les définitions des risques proposées. Il y a effectivement des définitions qui sont très mathématiques, modélisatrices. Et puis il y en a d'autres qui sont plus sociologiques, qui parlent justement des perceptions, des craintes. Ça aussi, c'est une façon d'évaluer le risque. D'évaluer le risque, bien sûr. Avec des mots, oui. Dans l'évaluation du risque, il y a aussi la composante temporelle. Donc une collectivité, l'être humain, il porte une autre évaluation concernant un risque bien donné en fonction du contexte temporel. Dans le passé, on avait peut-être une autre prise une autre perception de certains risques. Je pense surtout à des risques naturels, que peut-être aujourd'hui, on n'accepte quasiment plus rien là-dedans. Alors on identifie, on qualifie ces risques, puis on en fait quoi après ? Ok, vous avez un papier, vous avez... voilà, il y a des risques. Comment vous exploitez ça ? Comment vous travaillez avec ces données-là ? Après, c'est justement, il faut absolument prendre des mesures. Donc ça, c'est l'essence du travail de l'ingénieur. Donc, d'identifier des risques, analyser des risques et ensuite, surtout, prendre des mesures pour maîtriser ces risques. Voilà, donc c'est un outil, finalement, une aide à la prise de décision derrière. Tout à fait, oui. Et est-ce que c'est capital de vivre avec la connaissance de ces risques ? Finalement, on peut se dire, mais cette connaissance apporte du stress chez l'humain. Et peut-être qu'aller un petit peu plus à l'aveugle permettrait de vivre plus confortablement. En fait, si ça apporte... Moi, j'aimerais pas savoir tous les risques qu'il y a là autour de moi en ce moment. Mais parce que vous avez une vision catastrophiste du risque. Voilà. Encore une fois. Je suis navrée. Mais... Je pense qu'un ingénieur, il vit tous les jours avec des risques, avec cette notion. Ça devient tout naturel. On a beaucoup de responsabilités. Il y a une chose, si vous dormez mal, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut absolument résoudre et savoir pourquoi vous dormez mal en tant qu'ingénieur. Mais, donc, les risques, on peut le prendre aussi au niveau philosophique. Ils font partie de la vie. D'accord ? Donc, est-ce qu'on a peur de la vie ? Voilà. Donc, je crois que non, sinon on ne vivrait pas. Donc, ça veut dire que plutôt que de regarder effectivement ce qui potentiellement peut nous tomber sur la tête, on peut aussi dire, regardons tout ce qui est fait pour éviter que les catastrophes se produisent. Et c'est le sens du film qui est projeté dans l'exposition Les Gardiens du risque, qui montre en fait tout le travail qui est fait dans des salles de surveillance, des salles de contrôle, ne serait-ce que pour le trafic aérien. Alors ça, on sait qu'il y a des aiguilleurs du ciel qui veillent à ce que heureusement les avions ne se rentrent pas dedans, mais on sait moins, par exemple, tout le travail qu'il y a sur... chaque fois qu'on prend l'autoroute de contournement, il y a des opérateurs, donc il y a des caméras
et donc des opérateurs qui, s'il y a trop de trafic, par exemple, mettent en place des régimes de circulation et tout. Donc, ils nous rendent finalement la vie plus facile sans qu'on le sache. Ou aussi, un des exemples qui est mentionné, c'est l'électricité. Il y a des opérateurs qui régulent le flux, le flot du courant électrique, sans lequel, sans leur travail, on serait tout le temps dans des mini... Enfin, ils régulent et font en sorte qu'il n'y ait jamais d'interruption de courant. Et grâce au fait qu'aujourd'hui on se parle, on fait cette émission, c'est dû à leur travail. S'ils n'étaient pas là, on serait en train de bricoler l'énergie, enfin les prises électriques pour que ça marche. Donc c'est plutôt, il faut le voir aussi dans un sens positif, tout le travail qui est fait derrière pour que, précisément, on peut vivre en Suisse sans l'idée précisément qu'une catastrophe va se produire. Et c'est ce qui fait avancer l'humanité. Sans prise de risque, finalement, notre civilisation n'est absolument pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a en effet une quantité d'innovations qui ont été faites. Et testées. Il y a un jour d'équipes qui ont dû prendre des risques. Parce que on a pris en compte le risque. Un des exemples assez banals, pourtant on n'y pense pas toujours, c'est risque incendie. Parce que les matériaux étaient extrêmement inflammables, des matériaux avec lesquels on construisait, ça a conduit à faire des avancées, des innovations technologiques pour rendre du matériau le plus inflammable possible, etc. Ça va jusqu'à la morphologie urbaine. Par exemple, à un moment donné, on a créé des larges boulevards pour éviter que le feu se propage de maison en maison et ravage des quartiers entiers. Donc voilà, ça. Il y a des innovations, elles peuvent être technologiques, elles peuvent être urbaines, elles peuvent être sociales. Les assurances sociales, notre assurance chômage, maladie, est liée au fait qu'on a compris qu'à un moment donné, c'était extrêmement important de prendre en compte les risques. Et on les prend en compte. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, je vous donne la parole à vous tous. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser à Valérie November ou Eugène Bruviller, il y a un micro qui va circuler. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Oui. Il faut bien que quelqu'un se lance. Prenne le risque de... Je prends le risque. En 1999, à Beyrouth, il y a eu un congrès des universités de langue française dont le thème central était la gestion des risques. La gestion des risques au sens de ce qui peut se passer dans un établissement universitaire, puisque les participants étaient des cadres des universités francophones. Je me suis exprimé à ce congrès en changeant le titre de mon exposé, et ça va aller dans le sens de la question que je vais vous poser, non pas de gérer le risque, mais le risque de gérer. C'est-à-dire de prendre des risques en gérant. Et ça m'amène à une question que vous avez abordée, mais vous n'avez pas utilisé le mot. Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de la relation entre le risque et le jeu? Le risque et le jeu. Le jeu. J-E-U. Le jeu, oui. Dans quel sens? Je comprends pas la question, en fait. Bon. Alors, je donne une partie de la réponse. Est-ce que être des joueurs consiste à prendre un risque qui entre dans la problématique de la définition avec ce que cela peut avoir de positif ou de négatif? Si je prends mon verre et je le pose sur ce plan incliné, il y a toutes les chances pour qu'il tombe. C'est pas sûr, mais s'il tombe, ça va faire sourire la galerie. S'il tombe pas, personne ne remarque. C'est la notion de savoir jouer. Jouer, c'est clair que si je vais au casino, je prends des risques. Mais c'est au sens beaucoup plus large de savoir si, au fond, l'être humain a un aspect joueur et que cet aspect joueur l'amène à prendre des risques et que ces risques sont positifs ou pas. Eugène Bruviller, vous voulez répondre? Je pense le terme risque et puis le terme jeu, ces termes ne sont pas compatibles. C'est justement, gérer des risques, c'est justement pas jouer. C'est pas un jeu, ça devient dangereux. Mais quand on joue, on prend des risques. Oui, mais ça c'est plutôt, je vois ça plutôt comme un plaisir. Mais on se fait pas mal normalement quand on joue.
Mais quand on traite des questions vraiment de danger pour la collectivité, ça rigole pas. Hein. Il faut pas jouer. J'irai dans le même sens que Eugène. Vous avez évoqué l'exemple du verre qu'on pose sur Le contexte est extrêmement important dans les questions de risque, dans la réflexion de risque. Et quand on joue, on prend aussi en compte le contexte. Donc de ce point de vue-là, il y a une similitude. Et moi, je dirais que le risque, il faut toujours prendre le contexte dans lequel on identifie la situation de risque. Quels sont les acteurs qui sont en présence? Tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Donc si pour vous, ça c'est du jeu, je veux bien dire que c'est un synonyme, mais effectivement, il y a quand même un aspect qui est un peu autre. Sauf si vous parlez du jeu de Go. Voilà. Après, ça me fait penser votre question. On dit toujours que les risques ils sont liés à la théorie des jeux. Et c'est à ça que vous faisiez référence? Non. Non. Alors. Bon, donc risque non lié à la théorie des jeux. Une autre question? Oui, monsieur? Vous avez parlé du principe de précaution. Est-ce que dans votre métier, vous l'appliquez, ce principe de précaution, et comment est-ce que vous les définiriez? Oui, tout à fait. Donc, on a nos modèles d'ingénieurs, on peut quantifier beaucoup de choses, mais il reste toujours des dangers résiduels. Et quelque part, à la fin, vous décidez vous-même, en tant que personne, de manière assez subjective, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Et il y a ce côté-là. Cette subjectivité, elle vient justement du fait que, comme vous nous l'avez dit, c'est avant qu'on ait toutes les données scientifiques. C'est quand il manque des données scientifiques qu'on applique le principe de précaution. C'est le feeling dans le ventre, on dit souvent, qui joue un rôle important aussi. Après, il y a un autre élément dans la définition du principe de précaution, c'est celui de mesure proportionnée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui compte énormément dans le calcul qu'on va faire de la situation de risque et d'appliquer ou pas ce principe de précaution. Est-ce que, par exemple, on est dans une situation où c'est économiquement trop compliqué et trop coûteux, par exemple, d'arrêter le processus dans lequel on est? Et dans ce cas, on est prêt à prendre un certain nombre de risques ou pas. Donc, je crois qu'on a parlé des incertitudes scientifiques, techniques. Ça, c'est effectivement un des éléments extrêmement importants dans le principe de précaution pour l'appliquer. Mais après, il y a toute cette question de la mesure proportionnée qui est là tout le temps, en fait, dans la question des risques. Est-ce qu'on va prendre le risque ou pas? Est-ce que, même quand on le mesure, voilà, il y a encore cet élément-là qui est tout le temps présent. Une autre question? Non? Oui? La question que je me posais aussi, c'était... Comme ça marche? Ah ouais, c'est bien. C'est mieux. C'est plutôt la question des événements qui justement sortent du cadre de la prédiction. Alors, peut-être pour prendre quelque chose, un exemple positif, par exemple, je sais pas, dans un environnement de jeunes entreprises particulièrement productives, particulièrement féconds comme la Silicon Valley, même là, pour qu'il y ait un Apple ou un Microsoft qui sortent, en fait, on en a un tous les 10 ans qui sort, à peu de choses près. Et c'est précisément cet événement de nature exceptionnelle et par essence pas prévisible. Enfin, je veux dire, cet événement-là, il a une importance énorme sur le cours des choses, sur le cours de l'économie, sur le cours de la vie des gens. Et ma question, c'était de savoir à quel niveau, si on veut toujours vouloir gérer les risques dans un cadre, est-ce qu'on ne risque pas à terme de couper, de stériliser un peu le terrain et de faire en sorte qu'on n'ait plus ces événements de nature exceptionnelle qui, justement, ont une importance énorme dans l'histoire de l'humanité. Alors, je ne pense pas forcément à Apple, d'ailleurs, mais enfin, d'autres choses. Non, en fait, il n'y a aucune contradiction entre des idées extraordinaires et puis gestion des risques. Tout au contraire, en fait. Pour développer une entreprise, pour entreprendre, ça passe par une gestion des risques, justement. Sinon, on n'aurait pas de succès.
En même temps, plus un événement est rare, plus il va être difficile d'évaluer ce qui Et se je passe. crois aussi, même dans ces événements rares, donc quand vous parlez d'un succès d'une entreprise, un succès extraordinaire, comme justement Apple, Microsoft, etc., derrière, il y a aussi une gestion des risques, à mon avis. Ce n'est pas au hasard. Et cette gestion des risques, je pense que donc aujourd'hui, on n'est plus dans une gestion du risque, on est dans la gestion du succès. Mais sans doute que pour bâtir ce succès, il a fallu faire, je suis tout à fait d'accord avec Eugène Bruvillers, une gestion des risques et même d'anticiper en amont tout le potentiel qu'il y avait sur le territoire, être à l'écoute des signaux faibles. Et ça, c'est souvent ça les clés en fait, d'une excellente gestion des risques. Mais ça suppose qu'on se tourne de moins en moins vers cette idée de catastrophe qui est au bout, qu'on imagine être au bout d'une gestion des risques. Et que chaque fois qu'on parle de risque, il y aurait potentiellement une catastrophe. Non, il peut y avoir un succès extraordinaire comme celui de les entreprises que vous mentionnez. On a peut-être dans le public encore trop cette perception, cette image que gérer des risques, il faut être absolument prudent. On ne bouge pas, on n'ose rien. Mais non, c'est tout au contraire. Par une gestion intelligente des risques, on ose aller dans des nouvelles sphères. On ose aller ailleurs. Je peux vous donner un autre exemple dans un autre domaine complètement, celui des grandes manifestations. On a vu que gérer les risques, si on veut gérer les risques en canalisant la foule ou en la bridant ou justement avec cette idée de négativité qui est liée en la surveillant, en fait, ça menait à strictement rien. L'événement ne devenait plus l'événement festif qu'il devait être. Et au contraire, aujourd'hui, il y a des réflexions qui allient sécurité et accueil. Et donc, c'est sous le label gestion des risques pour dire que finalement, un événement peut être extrêmement bien vécu s'il a le sentiment, par exemple, d'être en sécurité. Et cette sécurité, elle peut se manifester sous différentes formes, pas forcément une canalisation de la foule avec un cheminement. Il peut y avoir différents cheminements. Et je vous fais le parallèle aussi avec les inondations. Ça peut paraître iconoclaste, mais à l'époque, et là il y a un exemple, il y a le projet de 3e correction du Rhône dans l'exposition, une simulation. Vous savez peut-être ce que c'est la 3e correction du Rhône, c'est donner plus de place au Rhône. Et là aussi, il y avait une philosophie de canaliser, de guider le Rhône. Mais on a vu tous les effets pervers de ce Rhône qui devient un fleuve finalement encore plus violent quelque part. Et donc maintenant, la philosophie de cette 3e correction du Rhône, c'est de donner plus d'espace et de rendre la dynamique au fleuve telle qu'il l'avait, peut-être pas lors de la première correction, mais en tout cas à un moment donné. Et donc, voilà, c'est une conception qui s'élargit, qui prend les différentes dimensions du risque et pas uniquement cette dimension qu'on va dire ingénieur, mais au sens extrêmement étroit du terme. Oui. Si je voulais juste rebondir juste une seconde. Par exemple, les ingénieurs qui vont mettre au point le prochain tracé du Rhône, si d'aventure il devait y avoir, puisque risque il y aura toujours, une inondation de type catastrophique qui se passe, je veux dire, est-ce que justement ils ne prennent pas justement encore un risque supplémentaire en tant qu'ingénieur, c'est justement d'être pris comme responsable, c'est-à-dire finalement vous auriez mieux fait de nous bétonner les rives, comme ça on aurait été sûr à 100% que rien n'arrive. Mais c'est là qu'on est dans un changement de paradigme, je crois qu'on ressent et que un certain nombre d'ingénieurs et même la société civile ressent. Vous avez peut-être déjà visité l'exposition. Qu'est-ce qu'on a mis dans l'exposition pour parler de la 3e correction du Rhône? Une simulation. Et cette simulation a été utilisée pendant toute la première phase d'étude pour sensibiliser les différents acteurs, notamment les agriculteurs qui ont perdu une partie de leur terre puisqu'elle est au profit. Donc les digues ont été élargies et même il y a 2 digues qui ont été faites. Donc ils ont perdu une partie de leur terrain. C'est de montrer que le risque, il est là dans leur territoire. Et je crois que l'ancienne vision, c'était plutôt une vision d'effacer le risque sur le territoire, de vivre un peu cette idée de risque zéro qui aujourd'hui est encore dans beaucoup d'esprits,
mais qui de fait n'existent plus. On vit avec les risques et c'est bien plus profitable de les prendre en compte parce que finalement les conséquences seront moindres. Et là, l'argument des ingénieurs qui travaillent sur cette 3e correction du Rhône, c'est de dire si on élargit, il y aura certes des inondations, mais elles sont prises en compte. On n'a pas évacué cette idée-là. Par contre, on sait qu'elles vont être elles vont avoir des conséquences moindres puisque l'eau peut s'échapper. Et puis, peut-être une dernière question. Merci. Vous avez beaucoup parlé de risques et non de dangers. J'aimerais savoir un peu la différence et aussi la différence entre la prédiction et la prévision. Merci. Vaste sujet. On retrouve les définitions. Donc, la différence entre risque et danger. Danger, c'est peut-être plutôt une situation de menace, on peut dire, tandis que la notion de risque, si je retrouve vraiment une définition d'ingénieur, c'est une probabilité d'occurrence que justement ce danger se concrétise fois l'ampleur du dégât qui est produit. Et puis prévision, prédiction. Prévision, prédiction, est-ce que c'est pas un peu pareil? Je vois pas beaucoup de grandes différences là. Valérie, peut-être? Tu as une... J'ai pas envie de me lancer dans des choses que je connais pas très bien, non. Ok. Problème lexical. Vous aviez une dernière question, monsieur? Ah, bon. Raté. C'est concernant l'enseignement du risque à l'EPFL. C'est sous forme de chapitre choisi, mais c'est jamais sous forme d'un programme complet. Donc, je fais partie d'un qui enseigne le risque à l'EPFL. On s'est réunis en 2007 avec 2 autres enseignants dans des chapitres, certains en finance, d'autres en ingénierie et les autres pour autre chose en construction. Et puis, catastrophe, en 2007, on n'avait pas la même définition du risque. Et puis, tout le monde s'en tenait à ce qu'il croyait. Aux joies, un beau jour, en 2009, il y avait une norme qui est sortie, la norme ISO 31000. Et depuis, nous avons dû adapter nos cours par rapport à cette norme. Alors la question, cette norme, vous en faites quoi? Est-ce que vous en faites la promotion ou vous l'ignorez? Bon, en fait, moi, je la connais pas, cette norme. Donc vous l'ignorez. Je l'utilise pas, je l'ignore. J'ai ma propre définition de la notion de risque. Toute l'exposition a en fait ce sujet de présenter différentes manières de voir la notion de risque. Et c'est tout à fait bien comme ça. Il ne faut surtout pas normaliser ça. Il n'y a pas une définition du risque. Je crois que l'exposition le montre bien. Et ce qu'elle veut montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les définitions. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Chacun travaille avec des définitions du risque. Pour moi, ensuite, qui essaye d'avoir une vision un peu plus globale, ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement émerger un continuum entre ces différentes définitions qui sont travaillées ou qui sont étudiées de façon par secteur, parce qu'effectivement, il y en a qui sont spécialisés dans les risques naturels, les risques industriels, les risques sociaux, etc. Donc, ils ne sont pas forcément amenés à travailler ensemble, mais ce qui est intéressant, et l'exposition, je pense qu'elle montre bien cette problématique un peu globale qui traverse ces spécialités et qui montre que c'est toujours quelque chose qu'on anticipe, qui est un peu lié parfois à la catastrophe, mais pas uniquement, que c'est appréhendé par des individus et du collectif, qu'il est appréhendé aussi que c'est une notion politique, économique et sociale. Donc on voit les différentes facettes du risque émerger. Et moi, mon souci, c'était justement qu'il n'y ait aucune hiérarchie possible entre ces différentes définitions du risque. Ok, merci beaucoup Valérie November et Eugène Breuiller. On peut vous applaudir. Si. Et puis, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a plusieurs livres que la bibliothèque ici de l'EPFL nous a préparés.
notamment habiter les territoires à risque. Vous pouvez nous en toucher un mot puisque vous avez participé à l'écriture de cet ouvrage. Oui, il s'agit donc d'un ouvrage collectif où j'ai réuni différents chercheurs qui travaillent sur la question des territoires et des risques. Parce que effectivement, c'est un domaine qui n'est pas tellement exploré et ce livre visait à faire un peu collectif autour de cette question. C'est un livre qui aborde différents types de risques naturels, mais aussi on parle des risques industriels et toujours de cette relation risque-territoire. Et puis, vous pouvez visiter cette exposition qui sera là jusqu'au 15 novembre, Risk Inside, et il y a le catalogue de l'exposition également qu'on peut acheter, auquel vous avez tous participé, qui est très complet et qui reprend beaucoup des notions en fait qui sont exposées ici dans l'exposition. Dictionnaire des risques qui brosse un petit peu, qui balaye un petit peu tous les types de risques différents qui existent dans notre monde. Voilà, c'est assez complet. Et puis les menaces biologiques, on a parlé beaucoup de construction, de territoire, de géographie, mais pas nécessairement de biologie. Comment est-ce que, quand on est chercheur en biologie, est-ce qu'on va évaluer les risques et les risques sont nombreux finalement quand on travaille avec le vivant. Et puis encore 2 polycopiés, vos polycopiés à vous, sécurité et fiabilité, Eugène Bruviller, et puis gestion des risques que vous avez écrit conjointement tous les 2. Voilà, merci beaucoup à tous, et puis je vous donne rendez-vous dans un mois environ pour une nouvelle édition de Science on tourne. Merci, au revoir.